Bonjour à tous. Merci avant toute chose aux organisateurs du 3e colloque de WSL, du 3e colloque autisme organisé cette année en mars 2024 pour cette invitation à venir vous parler de l'autisme et des particularités sensorielles dans l'autisme. Alors, avant tout, moi je voulais vous présenter ici une famille, la famille d'Ali. Ali est un petit garçon qui vient d'avoir un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Et ce diagnostic est quelque chose qui, dans un premier temps, est un petit peu inconnu pour les parents. Alors, ce diagnostic d'autisme, il va être associé à tout un tas de termes, de noms, de représentations. Et nous voyons, avec les critères diagnostiques tels qu'ils sont recommandés par la Haute Autorité de Santé en France, avec le DSM-5, la CIM-11 aussi, mais là je propose qu'on se focalise sur le DSM-5, on peut retrouver parmi les critères diagnostiques de l'autisme des grandes familles de difficultés au sein desquelles se trouve l'évocation d'altérations, de particularités sur le plan sensoriel. Alors on retrouve, pour parler de troubles du spectre de l'autisme, des difficultés qui sont présentes dès les premières étapes du développement, avec des difficultés de communication sociale, des comportements répétitifs, des interactions sociales, et ces fameuses particularités sensorielles. Dans les critères diagnostiques de troubles du spectre de l'autisme, on a en particulier 5 critères à valider, A, B, C, D, E. Le A, c'est l'interaction sociale, la communication sociale. Le B, plutôt autour des comportements. Et ce critère B, il contient 4 sous-parties, et il faut en valider au moins 2 des 4 pour valider le critère B. En particulier, la 4e de ces sous-parties du critère B du TSA correspond à des hypo-hyper-réactivités ou un intérêt spécifique pour des aspects sensoriels de l'environnement. Et donc on retrouve parmi les critères diagnostiques du TSA en particulier cette évocation des fameuses particularités sensorielles. Mais alors, ces particularités sensorielles, de quoi est-il question et de quoi parlons-nous pour Ali? Alors pour Ali, comme pour tous les enfants et les adolescents comme les adultes aussi d'ailleurs, on va faire état de la sensorialité. Alors souvent la sensorialité, on l'associe aux 5 sens, les 5 sens les plus connus, l'odorat, le toucher, le goût, l'audition et la vue. Mais en réalité, on se rend compte que cette classification-là, elle est un peu limitée et ne reflète pas véritablement l'étendue des manifestations sensorielles que chacun d'entre nous est en capacité de mobiliser tout le temps, en fait. On identifie plutôt 7 sens et non pas 5. Ces 7 sens reprennent les 5 sens connus, un petit peu que tout le monde a déjà, dont on a tous déjà entendu parler, et on va y ajouter 2 modalités sensorielles. Le vestibulaire d'une part, qui nous renseigne sur, par le biais de l'oreille interne, sur la perception de la gravité, de l'équilibre. Le vestibulaire, c'est vraiment le sens de l'équilibre par rapport à la gravité. Et un 7e sens, qui est la proprioception, qui en fait correspond à la fois à un sens à part entière, avec l'idée de solliciter des capteurs qui se trouvent dans les muscles profonds, dans les articulations, dans les tendons. Et ces capteurs-là vont nous renseigner sur la position du corps dans l'espace. Donc ça me renseigne sur les différentes parties de mon corps simultanément. Je suis conscient en ce moment de où se trouve mon index, j'ai une certaine conscience de où se trouve ma joue. Si je veux toucher ma joue avec mon index, eh bien je suis capable d'avoir une connaissance unifiée de mon schéma corporel et de regrouper, si je le souhaite, de mettre en contact 2 parties du corps comme ceci. Ça, c'est entre autres la proprioception qui va m'aider. Je dis entre autres parce que comme c'est dans mon champ de vision, j'ai une aide au niveau de la vue pour connecter ces 2 parties de mon corps. La proprioception, c'est aussi une forme d'un petit peu d'abus de langage, dans le sens où en réalité, mince, c'est pas 5, c'est pas vraiment 7, mais c'est aussi plein d'autres sens que nous avons. Sauf que nous, pour l'autisme, lorsqu'on va s'intéresser aux particularités sensorielles dans l'autisme, on n'a pas besoin d'aller voir, comme si on était dans un cours de neurophysiologie, d'aller voir le fonctionnement détaillé de tous ces sens. Et donc, tous les autres sens, on a tendance, dans l'autisme, dans le bilan sensoriel au sens large, à regrouper tout ce petit monde dans le domaine de la proprioception. Donc, on va retrouver dans la proprioception
conscience que le corps a de lui-même, et on a tendance à y associer la question de la douleur, de la faim, de la soif, la perception de la température, la perception de la pression, la perception de tout un tas d'informations comme ceci, qui peuvent être découlées en réalité d'un point de vue scientifique d'autres modalités sensorielles. Mais pour nous, dans notre bilan sensoriel au sens large, on va associer tout ce petit monde-là au proprioceptif. Ce qui fait que plus tard, on verra que pour la proprioception, on va être souvent à coupler la proprioception à une autre modalité sensorielle. On va associer la proprioception au vestibulaire, la proprioception par exemple au toucher, pour tout ce qui va être question de la gestion de la douleur. Douleur superficielle, douleur profonde, on va les associer ainsi. Donc voilà un petit peu, lorsqu'on parle des sens, du sensoriel, de quoi il est question. Alors, puisqu'on parle des particularités sensorielles dans l'autisme, allons voir un petit peu plus comment les choses se passent. Dans le développement ordinaire, c'est-à-dire chez les enfants qui ne présentent pas un trouble du neurodéveloppement, on va avoir des étapes pour le traitement de l'information sensorielle, avec d'abord les perceptions sensorielles, c'est-à-dire les informations qui arrivent. Là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un ordinateur ou un téléphone, eh bien, vous recevez les informations visuelles qui sont projetées par l'écran, qui sont diffusées par l'écran. Votre œil perçoit ces informations. Le cerveau va traiter l'information et vous allez avoir une réponse comportementale. Vous allez vous éloigner, vous rapprocher pour voir le petit texte. Par exemple, si vous vouliez voir qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous du logo du CRA, eh bien, peut-être que vous auriez rapproché votre visage de l'écran pour mieux voir. Vous avez donc une perception, votre cerveau l'a traité, vous avez identifié que c'était trop petit, vous ne pouviez pas voir confortablement. Du coup, vous avez modifié votre comportement, vous avez induit un ordre au niveau du fonctionnement moteur pour vous rapprocher de cet écran. Donc, perception, traitement cérébral, réponse comportementale. Les principes de l'intégration neurosensorielle, alors là, c'est des termes un peu techniques qu'on emploie lorsqu'on va rentrer dans le détail du référentiel théorique sous-jacent à tout ce dont on parle autour de la question du sensoriel dans l'autisme. Donc, la question de l'intégration neurosensorielle, c'est un petit peu cette clé-là, c'est-à-dire d'identifier qu'il y a réception, modulation et réponse face à une stimulation sensorielle. Toutes ces dimensions sont des dimensions clés en ce qui concerne les acquisitions et les apprentissages chez tout individu. Là, sur la pyramide des apprentissages, on voit bien ici comment est-ce que le système nerveux central va pouvoir, par le biais des systèmes sensoriels, élaborés avec les petites briques de notre pyramide sur chaque modalité sensorielle, on va voir comment, au fur et à mesure que l'on monte sur la pyramide des apprentissages, avoir des éléments du développement sensorimoteur, des éléments du perceptivo-moteur, de l'intelligence, de la cognition au sens large, et que toute cette pyramide permet des apprentissages efficaces, ou en tout cas qui correspondent à ceux qu'on observe chez la plupart des gens. Et si certaines briques sont plus fragiles, parce que par exemple on a des particularités sensorielles et la brique d'une modalité sensorielle ou de plusieurs est un peu plus poreuse ou un peu moins stable pour permettre l'installation de notre pyramide, eh bien dans ce cas-là, on va voir comment ça va fragiliser l'ensemble de l'édifice et comment est-ce que ça va être un obstacle que l'on aura, nous, à compenser idéalement, ou pour permettre à la personne que l'ensemble de la pyramide des apprentissages soit aussi fonctionnel que possible et lui permettre de bénéficier de tous les apprentissages dont elle a besoin. Donc, au-delà des compétences cognitives plus avancées sur les comportements, la motricité réflexe, enfin les autres dimensions que vous voyez à l'écran sur la pyramide, le socle de cette pyramide, elle est vraiment installée sur le système sensoriel. Et donc, si on a des particularités, une défaillance, le terme est fort, mais en tout cas, des particularités de traitement de l'information sensorielle, on imagine bien comment est-ce que tout cela va avoir des répercussions sur la complète disponibilité de l'individu pour optimiser les apprentissages qui lui sont proposés. Et alors, donc, tout ça nous amène dans notre intégration neurosensorielle à la question en particulier de la modulation. La réception, comment l'information arrive. La modulation, c'est comment est-ce qu'on va filtrer et hiérarchiser les stimuli pour faire en sorte qu'on obtienne une certaine vigilance de l'individu et que l'on ait une interprétation de l'information sensorielle en continu. En ce moment,
comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train de traiter plusieurs informations sensorielles. Alors si vous êtes dans la salle ou si vous êtes derrière votre écran, eh bien, vous allez avoir le bruit des voisins, les bruits peut-être des gens de la pièce d'à côté, les informations qui servent pour la présentation, donc les informations visuelles, ma voix qui est en train de commenter ce que je vous présente, et tout ça nécessite une certaine vigilance de votre part, c'est-à-dire que vous soyez suffisamment concentré pour être pleinement disponible pour ce dont on est en train de parler, ce qu'on est en train de faire, et en même temps, suffisamment alerte pour entendre que peut-être votre voisin il fait du bruit, mais sans pour autant que ça vous gêne, et pour entendre que peut-être à côté il y a quelqu'un qui est en train de faire du bruit sans pour autant que ça vous gêne. Et ce niveau de vigilance, il peut dans certains cas présenter une forme d'hyper-vigilance qui vont faire que si on va s'approcher de l'heure du déjeuner, vous allez peut-être commencer à être moins facilement disponible, un peu plus hypo-vigilant, peut-être à pas vous endormir, le terme est fort, en tout cas j'espère pas, mais voilà, avoir cette difficulté à maintenir votre niveau de vigilance optimal. Et à l'inverse, pour d'autres profils, on peut avoir des formes d'hyper-vigilance, c'est-à-dire que cette fois-ci, la vigilance ou l'énergie est telle qu'elle devient difficile à canaliser et on a du mal à rester pleinement attentif. On aura ici, par exemple, tendance à beaucoup jouer avec son stylo, avec ses cheveux, à bouger sa jambe énormément, ou en tout cas être dans le besoin de se dépenser physiquement pour essayer de retrouver un certain équilibre. Donc cette vigilance-là, elle vise à être optimale de manière à ce qu'elle ne soit ni trop peu pour que sur le temps de disponibilité optimale, l'enfant en développement ordinaire puisse être pleinement disponible lui aussi pour les apprentissages des activités qui lui sont proposées et que ça lui serve pour acquérir les compétences dont il a besoin. Alors, ça c'est un petit peu le fonctionnement d'intégration neurosensorielle ordinaire, lorsque tout va bien chez un individu lambda. Chez une personne avec TSA, on va voir que pour chacune de ces étapes, il peut y avoir des atypicités. On peut avoir en effet des seuils de réponse particuliers, c'est-à-dire que la personne va répondre à des seuils qui vont être plus élevés ou plus bas. Si mon seuil est plus élevé, j'ai besoin de plus de sons pour franchir le seuil à partir duquel je perçois les choses. On parlera plutôt de profil hyposensible. À l'inverse, si mon seuil est plus bas, plus faible, le moindre petit bruit va tout de suite être potentiellement détecté et peut déclencher, on verra après, des réactions le cas échéant. Ça, on parlera plutôt de l'hypersensibilité, lorsque mon seuil est plus bas que celui de la plupart des gens. Après, dans le traitement cérébral lui-même, on va avoir des styles, ce qu'on appelle des styles cognitifs particuliers, ou mieux dit, des patterns de fonctionnement sensoriel et perceptif, pour montrer comment est-ce que dans les opérations du cerveau, il y en a certaines d'entre elles qui fonctionnent différemment, pas forcément moins bien, parfois mieux, parfois moins bien, parfois de manière atypique, et que ce traitement-là va s'ajouter à des seuils de réponse particuliers, l'hypersensibilité, de l'hyposensibilité, et donc la combinaison des deux va générer, vous l'imaginez bien, des particularités comportementales et relationnelles. Si vous ne percevez pas les informations sensorielles de la même manière que la plupart des gens, vous allez répondre et donc vous comporter, réagir, entrer en interaction, répondre à une sollicitation sensorielle d'une manière différente de celle qu'on observe chez la plupart des individus. On comprend donc ici que lorsqu'on parle de particularités sensorielles dans l'autisme, c'est en fait un abus de langage. Il n'y a pas à proprement parler des particularités sensorielles au sens de l'organe du sens dans l'autisme, c'est bien des particularités au niveau du traitement cérébral, du traitement de l'information sensorielle et perceptive, que les choses sont atypiques et qu'elles induisent des réponses comportementales différentes. Alors tout de suite une petite nuance, quand je dis qu'il n'y a pas de particularité sensorielle au sens strict, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'autisme d'organes sensoriels qui soient particulièrement défaillants. Ça, c'est les informations qu'on a depuis plusieurs années. Aujourd'hui, plus récemment, on tend à montrer que les personnes avec autisme auraient, parce qu'il faut encore consolider tout cela avec des recherches complémentaires, mais elles auraient plus de troubles visuels que ce qu'on observe chez la plupart des personnes du même âge. Ce qui montrerait à dire que dans l'affirmation de « il n'y a pas d'atteinte de l'organe sensoriel », sans doute il y a des petites choses à creuser ici. Donc au niveau des troubles visuels, ils seraient plus fréquents chez les personnes avec autisme que dans la population générale. Est-ce que maintenant, dans l'avenir, on va pouvoir décliner ça pour d'autres organes sensoriels? On ne sait pas encore.
Ça fait l'objet de recherches et d'études qui sont en cours et qui sont encore à mener. Mais globalement, on retient que dans l'autisme, lorsqu'on parle de particularités sensorielles, c'est surtout au niveau du cerveau que les choses se passent et pas tant de l'organe du sens lui-même. Alors, plus spécifiquement, si on rentre dans le détail du fonctionnement neurophysiologique qui nous intéresse, on va avoir des informations sensorielles donc qui arrivent jusqu'au cerveau, et le cerveau va provoquer, avec toutes les étapes du traitement qu'on a vu ensemble, va provoquer une manifestation comportementale. Donc Ali peut réagir de manière atypique aux particularités sensorielles ou aux manifestations sensorielles de l'environnement, qui laissent peut-être son père, par exemple, sur le deuxième plan de la photo, un petit peu indifférent. Mais pour lui, pour Ali, il y a finalement une cause sensorielle qui, d'un point de vue neurophysiologique, va engendrer des effets qui s'expriment sous la forme d'une réaction comportementale. Il se passe quelque chose concrètement que l'on voit. Quand je dis que l'on voit, c'est que vous allez voir, que la personne qui accompagne l'enfant va pouvoir voir. Ces manifestations comportementales, elles sont factuelles, objectives. Elles sont clairement identifiables et observables, mesurables, quantifiables. Et donc le principe que nous, on va tâcher de mettre en œuvre pour l'évaluation du profil sensoriel, c'est de se dire que à partir de ces manifestations comportementales qui sont observables, quantifiables, que l'on peut observer, et ces effets donc, quelles pourraient en être les causes? La réalité de ce qui se passe dans la tête, on ne peut pas le voir aujourd'hui. Avec l'imagerie qui est à notre disposition, ce serait trop contraignant. Là aussi, beaucoup de progrès des sciences, des techniques qui permettent peut-être dans quelques années de pouvoir le faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, on ne peut pas voir dans le cerveau de l'enfant, dans son quotidien, de l'adolescent, de l'adulte. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est constater les manifestations comportementales. Donc, comme d'un point de vue théorique, les manifestations comportementales sont le résultat du traitement cérébral lui-même enclenché par les stimulations sensorielles de l'environnement, l'idée, c'est de se dire que peut-être à partir du constat des manifestations comportementales, on peut poser l'hypothèse d'un fonctionnement neurophysiologique à partir duquel on va éventuellement nous-mêmes pouvoir travailler. On soulève donc des hypothèses ici. Ce qui nous permet de faire une distinction entre la sensibilité, le seuil de perception, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau que l'on ne voit pas nous, et la réactivité, c'est-à-dire la réponse comportementale que la personne manifeste ou met en œuvre à travers ses comportements. On aura donc de l'hyper-réactivité, si je réagis plus que la plupart des gens ou je réagis moins que la plupart des gens dans une situation du quotidien, par exemple, et l'hypersensibilité qui correspond au seuil de perception dont on a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est quand on va constater dans de l'hyper ou de l'hyporéactivité de la recherche ou de l'évitement des stimulations sensorielles, globalement, quand on dit que la personne a tendance à surréagir ou à sous-réagir, elle va surréagir parce qu'elle recherche une stimulation sensorielle, elle réagit plus que la plupart des gens, ou elle réagit beaucoup moins que la plupart des gens. Dans ce cas-là, elle ne recherche pas, du coup, bien évidemment. Et dans l'extrême réaction ou l'hyperréactivité, sans que ce soit jusqu'à des comportements extrêmes d'ailleurs, mais en tout cas dans l'excès de réactivité, elle peut être soit dans la recherche de stimulation, soit dans l'évitement des stimulations. Je suis gêné par un point lumineux, eh bien, je vais l'éviter. Donc, je vais m'extraire de cette stimulation-là, là où la plupart des gens, peut-être, ne réagiraient pas. Ce qui veut dire que là, je vais hyper réagir par rapport à cette stimulation auditive. La recherche, ça pourrait être que ce point lumineux, ce même point lumineux qui va laisser la plupart des gens relativement indifférents, eh ben, je vais être en recherche de cette stimulation, je vais me rapprocher, je vais vouloir qu'il soit plus intense, me stimuler avec, le faire bouger dans mon champ de vision. Je vais être là plutôt dans une hyper-réactivité recherche. Alors, d'un point de vue des mécanismes, on l'a dit à la diapo précédente, le mécanisme, c'est que le seuil de perception va induire une réactivité, l'une ou l'autre combinaison, ou ni l'une ni l'autre, toutes les combinaisons sont possibles. Et l'hypothèse, le cheminement pour la réflexion, ça va être de partir de la réactivité pour essayer d'en extraire une hypothèse de fonctionnement en se disant par exemple que si la personne, elle recherche des stimulations sensorielles, elle cherche à faire du bruit, elle cherche à produire du bruit, elle cherche à obtenir du bruit, elle va donc avoir une hyper-réactivité au sens de l'audition. Eh bien, ici, on peut poser l'hypothèse que peut-être elle a une hyper-réactivité auditive parce qu'elle a une hyposensibilité auditive et que
elle ne perçoit pas assez les informations sensorielles au niveau de son seuil de perception, donc elle cherche à compenser ça en produisant plus. À l'inverse, quelqu'un qui ne supporte pas le bruit, pour qui le moindre bourdonnement est une source d'inconfort extrême, eh bien lui, on va poser l'hypothèse que son seuil de sensibilité est très bas, donc il est très sensible, hypersensible, le moindre son il le perçoit vite, il le perçoit fort, et du coup, ça induit chez cette personne un évitement des stimulations sensorielles auditives qui sont ordinaires pour la plupart des gens. Dans ce cas-là, on va parler d'hyper-réactivité, évitement des stimulations sensorielles, ça c'est ce qu'on constate, et on va soulever l'hypothèse que peut-être ça serait lié à une hypersensibilité, parce qu'elle ressent trop. C'est une hypothèse, en réalité, restons humbles et modestes, on n'en sait rien. Peut-être qu'on a raison, peut-être que ça n'a absolument rien à voir, et que la personne, elle veut des gâteaux, et qu'elle a remarqué que quand elle hurlait et qu'elle se bouchait les oreilles, eh ben on la sortait de là où elle était pour l'emmener dans un endroit où on lui donnait des gâteaux. Et donc elle va produire ce comportement-là purement comportemental, sans absolument rien de sensoriel, juste parce qu'elle a mémorisé que, en faisant ça, elle obtient quelque chose qui est intéressant pour elle. Ce qui nous amène là d'ailleurs à la parenthèse de rester dans cette optique de poser des hypothèses, d'analyser ce que l'on constate et de ne pas suranalyser, de ne pas surinterpréter les choses tout le temps. Pour être vigilant par rapport à cette tendance, ce risque-là, pour nous, professionnels, pour les familles, pour les personnes avec autisme elles-mêmes, c'est toujours de travailler avec cette logique d'hypothèse de travail. C'est une possibilité, on l'envisage et on voit ce que ça donne en fonction. Et après, on s'ajuste. Alors, si on revient avec Ali, le problème aujourd'hui, c'est que bon, on a discuté de ses particularités sensorielles, ok, mais pour la famille d'Ali, tout ça est compliqué, parce que dans la vie de tous les jours, il y a plein de contextes dans lesquels les particularités sensorielles de leur fils peuvent s'exprimer, que ce soit à l'école, alors là, comme Ali est un enfant, c'est à l'école primaire, mais ça pourrait très bien être à l'université ou dans le monde du travail, hein. Mais donc, tous ces éléments-là peuvent être des moments du quotidien dans lesquels les particularités sensorielles vont être vécues de plein fouet potentiellement pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte, ici Ali, l'enfant, et tout ça va être source d'inconfort, qui va faire que plein d'éléments qui sont très ordinaires du quotidien peuvent être associés à des ressentis, des vécus, des expériences sensorielles susceptibles d'être inconfortables ou d'être source de gêne qui empêchent potentiellement Ali de déployer les compétences attendues, les compétences adaptatives qui seraient facilement mobilisées avec aisance par un enfant qui n'aurait pas ces particularités sensorielles. Que ce soit autour de l'alimentation, pour préparer les repas, consommer les repas, autour de l'hygiène, dans ce qui est question de prendre sa douche, se laver les cheveux, se laver les dents, s'occuper de son hygiène personnelle et l'hygiène intime aussi, tout ce qui va être autour de l'habillage, des déplacements, se déplacer pour un endroit, s'organiser dans les déplacements, monter dans des véhicules, avec toutes les sensations vestibulaires notamment, visuelles, que tout cela peut induire, et aussi pour la gestion du sommeil, de l'endormissement, de toutes ces dimensions-là. Donc, ces aspects du quotidien peuvent être source de leviers ou de domaines dans lesquels il peut être intéressant de faire des préconisations au regard du profil sensoriel d'Ali. Et tenir compte des aspects sensoriels dans toutes ces dimensions peut aider à retrouver un équilibre, une stabilité qui vont rapprocher les manifestations comportementales, les réponses d'Ali de ce qu'on observe dans la population tout venant. Le but n'est pas ici de transformer la personne qui a des particularités sensorielles en personne ordinaire, absolument pas. Le but est plutôt de l'aider à mieux vivre ses particularités sensorielles, mieux vivre les sensations, la façon d'être d'un point de vue sensoriel et perceptif d'être au monde, et de manière à ce que ce soit plus confortable pour l'enfant, pour qu'il puisse adopter des réponses, des comportements qui lui soient confortables. Si ça colle avec les neurotypiques, tant mieux, sinon tant pis. Le but, c'est de ne pas oublier que l'individu est à accompagner dans sa globalité, à respecter, y compris avec ses différences et potentiellement ses particularités sensorielles. Alors, pour faire tout ça, maintenant qu'on a compris un petit peu où on en était et pourquoi on faisait ça, on va pouvoir repérer l'enjeu de déployer des outils techniques pour évaluer les particularités sensorielles, notamment des évaluations qui peuvent être formelles, standardisées. Alors, l'outil de référence, parce qu'historiquement c'est le plus ancien et c'est un outil nord-américain qui du coup est largement diffusé, hein, qui existe dans donc le profil sensoriel de Dunn, qui existe dans sa 2e édition et qui est disponible depuis l'été 2023. Il existe aussi l'évaluation sensorielle de l'adulte avec autisme de Claire Degene, qui est renommée très récemment d'ailleurs en évaluation sensorielle pour l'autisme
version adulte et version enfant-adolescent, qui devrait sortir là dans l'année à venir. D'autres outils peuvent aussi être connus comme l'EPSA, qui est un plus petit, non pas parce qu'il est moins intéressant, mais parce qu'il est réservé exclusivement aux psychomotriciens. Donc si vous n'êtes pas psychomotricien, vous ne pourrez pas l'utiliser. Les évaluations informelles, comme le profil sensoriel et perceptif révisé d'Olga Bogdachina, et un tout nouvel outil qui est proposé chez OGREF, qui est l'EAK-TSA, qui correspond à une évaluation du fonctionnement plus centré sur l'audition. Donc il est en petit aussi, non pas parce qu'il est moins intéressant, mais parce qu'il est plus spécifique. Donc l'enjeu serait plus de faire une évaluation globale, avec un profil sensoriel de Dunn ou avec l'ESA par exemple. Et ensuite, si on a besoin de creuser en particulier l'auditif, il peut être intéressant de déployer à ce moment-là le AK-TSA. N'oublions pas qu'au-delà des outils standardisés qui vont être ici administrés plutôt par des professionnels, on va retrouver le bon sens, le plus élémentaire, qui serait un outil absolument précieux. Et qu'une simple grille qui serait renseignée par un éducateur, des professionnels ou des parents, des proches aidants, voire même par la personne avec autisme elle-même, si elle le peut, une simple grille qui va lister les sens et va identifier, dans son quotidien, est-ce qu'elle a tendance à rechercher des stimulations dans chaque sens ou pas? Est-ce qu'elle a tendance à éviter les stimulations dans chaque sens ou pas? Et est-ce qu'il y a des observations spécifiques que l'on peut faire? Le but ici n'est pas de remplir toutes les cases, mais plutôt d'identifier pour Ali, qu'est-ce qui est saillant et qu'est-ce qu'il a tendance à rechercher ou à éviter comme modalité sensorielle, et en particulier dans la modalité sensorielle comme type de son. Si Ali ne supporte pas le bruit la vaisselle, par exemple, eh bien, ça, on va pouvoir le mettre au niveau auditif, évitement du bruit de la vaisselle. Il refuse d'entrer dans la cuisine pendant que le lave-vaisselle est en train de tourner, par exemple. Ça, c'est un exemple d'observation qu'on va pouvoir faire et identifier à partir de cette observation, est-ce que c'est un problème ou pas, est-ce qu'il faut agir ou pas. Alors pour ça, on peut utiliser une méthode ici qui avait été proposée dans le cadre d'un protocole de recherche plus global, qu'on avait appelé le modèle ICAR, avec l'idée d'organiser les lettres comme ceci sur identifier, comprendre, agir, relayer. I, pour identifier, on va évaluer le profil personnel de la personne avec autisme, le profil sensoriel en l'occurrence. C, pour comprendre, lier le profil sensoriel, comprendre que ce que l'on voit c'est lié au profil sensoriel, et limiter la lecture sociale qui est celle d'emblée que en nous, neurotypiques, on va chercher la plupart du temps à déployer. Si Ali refuse de rentrer dans la cuisine tous les jours en début d'après-midi, on va se dire c'est parce qu'il veut pas être avec nous. Il veut pas passer du temps avec sa sœur, par exemple. Il veut pas nous voir, ou alors finalement là il boude, ou il a besoin d'être tout seul. Peut-être. Mais peut-être que début d'après-midi, c'est juste après qu'on ait rempli le lave-vaisselle et qu'on ait lancé le lave-vaisselle. Donc en fait, ça n'a absolument rien à voir avec nous. C'est plutôt lié à l'aspect sensoriel de l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc pour tester cette hypothèse, si on lui propose de nous voir, parce que nous on se trouve dans la cuisine en allant dans une autre pièce, et que à ce moment-là, c'est plus du tout un problème pour lui de venir avec nous, c'est bien que ce n'était pas une cause sociale. C'est dans ce sens où restons humbles et modestes, parce que c'est pas pour autant qu'il va quand même accepter d'aller dans l'autre pièce. C'est vraiment au cas par cas. L'idée, c'est de dégager une hypothèse et de la tester en mettant en œuvre un contexte, une situation qui va permettre de s'assurer que notre hypothèse, elle tend plutôt vers quelque chose de validé ou pas. Parce que derrière, on va décliner tous nos protocoles d'action avec le A de agir. Les actions pédagogiques, le triple A, le A pour aménager, comment je modifie l'environnement pour qu'il soit plus confortable pour la personne, en limitant les sources d'inconfort. Par exemple, je vais essayer de trouver un lave-vaisselle qui est hyper silencieux pour Ali. Je modifie l'environnement. Cette modification de l'environnement, elle sera valable pour tous les gens qui sont dans cet environnement-là. Les modifications de l'environnement, c'est pas toujours possible parce que 1, ça coûte cher, 2, ça implique tout le monde, et 3, encore faut-il avoir la main sur l'environnement. Alors, quand je dis ça coûte cher, ça coûte pas toujours cher, mais souvent ça nécessite un petit investissement de prime abord. Parfois, on est dans un endroit où on ne peut absolument pas modifier l'environnement. Là, dans cet amphithéâtre, c'est pas possible. Il est comme il est. Éventuellement, on pourrait fermer les rideaux, mais si tout d'un coup je dis que ce serait mieux que les murs soient bleus, tout de suite c'est pas possible. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de faire des changements de l'environnement dans ces conditions-là. Dans ce cas-là, on peut passer au A pour adapter, pour accessoiriser. Ici, c'est de réfléchir quel est le matériel, les accessoires, les objets que je pourrais donner à la personne
pour compenser les aspects sensoriels de l'environnement que je n'ai pas pu modifier. Par exemple, avec Ali, peut-être que si pour lui c'est très inconfortable le bruit dans la cuisine, je peux lui proposer un casque anti-bruit ou un autre dispositif qui va faire en sorte que l'environnement lui soit plus confortable. Enfin, il y a le A de apprendre. A pour apprendre, c'est toute la rééducation. C'est tout ce que je vais déployer pour Ali pour qu'il apprenne à mieux gérer les aspects sensoriels de l'environnement pour lesquels l'aménagement de l'environnement n'a pas été possible ou les adaptations ne sont pas possibles ou pas souhaitables ou pas désirées. Parce que peut-être que dans un objectif d'inclusion au milieu ordinaire, bien sûr que la personne elle gérerait très bien un casque anti-bruit, mais elle ne veut pas le porter parce que ça vient se confronter à un autre objectif d'inclusion en milieu ordinaire, par exemple. Dans quel cas, on peut muscler les compétences comportementales de la personne pour lui apprendre à gérer de mieux en mieux ces aspects sensoriels de l'environnement qui lui sont inconfortables. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir faire en termes de remédiation, de rééducation sensorielle et d'accompagnement spécifique. Enfin, le R de relayer, et non des moindres. Relayer, c'est diffuser aux partenaires aidants, familles, professionnels, tous les acteurs, les informations issues de ce bilan sensoriel. C'est dommage d'avoir fait tout ce travail pour ne pas le communiquer aux personnes qui sont au quotidien avec Ali. Donc, on va transmettre, on va formaliser ça sous forme d'un compte-rendu, d'un écrit, d'un projet personnalisé, d'un plan d'action sensorielle personnalisé qui va synthétiser les grandes actions sensorielles que l'on préconise à la suite du bilan sensoriel qui a été entrepris, par exemple. Le relais, c'est la transmission pour que les informations circulent et que ce soit su. Si on sait qu'Ali est en difficulté avec le bruit, le jour où Ali va aller dans un parc d'attractions avec sa grand-mère, il peut être intéressant de prévenir sa grand-mère qu'il a cette particularité sensorielle auditive et du coup l'aider à rendre les choses plus confortables, aménageant l'environnement, en prévoyant peut-être un circuit sur le parc pour qu'il soit le plus confortable possible et éviter les grandes zones d'influence, et aussi en lui proposant un casque anti-bruit ou un autre dispositif dans son quotidien pour détourner son attention et lui rendre l'environnement sensoriel plus confortable pour son quotidien. Du coup, nous, dans notre démarche, on va se poser la question de quels sont les besoins, on va définir des objectifs, qu'est-ce qu'on va prioriser, quelle est l'action prioritaire à entreprendre et qu'est-ce que je veux atteindre, pourquoi je fais ça. Faire un bilan sensoriel, souvent on me dit, on a fait le bilan, on ne sait pas quoi en faire. Oui, mais parce que souvent, les gens ont oublié pourquoi ils avaient fait le bilan. Donc de bien avoir en tête quel est l'objectif du bilan, ça va permettre plus facilement de décliner un compte-rendu, une démarche de construction d'un plan d'action sensorielle personnalisé parce qu'on a toujours en tête quel est mon objectif, pourquoi j'ai fait ça. Donc on déploie notre évaluation en fonction de quel est notre objectif, de quoi on a besoin. Si on a juste besoin de repérer ce que l'enfant recherche et vite, une grille d'évaluation informelle est suffisante. Si on a besoin d'objectiver est-ce que les résultats de l'enfant se distinguent ou pas de ceux d'enfants du même âge, à ce moment-là, on peut déployer des outils plus standardisés, par exemple. De ces évaluations découlent des hypothèses. Nos hypothèses qui nous disent que peut-être c'est pour ça qu'il réagit de telle ou telle manière, et de réagir de telle ou telle manière, c'est justement ça notre problématique qui nous a amené à notre objectif. On intervient au regard de notre hypothèse, on va tester notre hypothèse et mettre en œuvre une intervention spécifique, formalisée à travers un plan d'action idéalement, et on va ensuite réévaluer. Si notre besoin après l'intervention est toujours d'actualité, eh bien, on se reconnecte, quel est notre objectif et on recommence la boucle. Si on a atteint notre objectif, eh bien, à ce moment-là, soit on a fini, soit, c'est plus souvent le cas, on se demande quel est à présent le nouvel objectif. Est-ce qu'il y a une autre priorité? Et du coup, ce nouvel objectif donne lieu potentiellement à de nouvelles évaluations, ou alors on utilise les mêmes résultats que la précédente, ça c'est au cas par cas, de nouvelles hypothèses, une nouvelle intervention, et ainsi de suite, et on tourne ainsi. L'idée avec tous ces aménagements-là, c'est de faire en sorte que pour Ali, la vie soit quand même plus facile. Plus facile parce qu'on va tenir compte des aménagements, des adaptations et des apprentissages qui lui sont nécessaires. Plusieurs outils accessoires peuvent être des leviers intéressants. Dans cette brochure Autisme et sensorialité, on reprend un petit peu de nombreuses références sur les enjeux, les notions clés pour l'aménagement des espaces et dans les différents fournisseurs de matériel sensoriel. Je pense à Optoys, je pense à AFD Édition, pour lesquels vous pouvez trouver plein d'indices, d'informations, de guides pour savoir quel serait le matériel le plus adapté aux particularités sensorielles de mon enfant ou de la personne que j'accompagne. Et donc, on va avoir une palette très large d'accessoires, d'objets qui peuvent répondre à une particularité sensorielle, qui peuvent répondre à un sens,
qui peuvent répondre à plusieurs sens, une palette assez large d'outils qu'on va pouvoir utiliser. Tout ça pouvant être idéalement formalisé dans un plan d'action ou dans un plan d'action sensorielle personnalisé, c'est de retrouver pour chaque sens quelles sont les tendances à éviter ou à rechercher de l'enfant, et si on en fait un objectif prioritaire pour essayer de faire en sorte que l'enfant évite moins ou ne recherche pas autant, eh bien, qu'est-ce qu'on va déployer comme action? Si l'enfant recherche beaucoup à jouer avec de l'eau, eh bien, soit on va lui apprendre pour qu'il en ait moins besoin, soit on peut lui proposer des temps dans son quotidien dans lequel il va jouer avec de l'eau. Ce qui fait qu'au moment où nous, on veut qu'il apprenne à se laver les mains, l'eau du robinet est beaucoup moins intéressante pour lui parce qu'il a déjà dans son planning des activités de jeu d'eau. Donc, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit pleinement disponible à ce moment-là pour votre apprentissage d'hygiène personnelle, de se laver les mains. Parce que vous avez intégré dans son planning quotidien des temps dans lesquels il va pouvoir satisfaire les recherches sensorielles que jusqu'à présent il ne pouvait déployer que au moment du lavage des mains. À l'inverse, s'il est gêné comme Ali par des bruits à certains endroits, eh ben, qu'est-ce qu'on met en place comme action? Peut-être qu'on va proposer à Ali une activité dans une autre pièce pendant le moment où on sait que dans cette pièce habituelle il y a du bruit. Peut-être qu'on va lui proposer des accessoires pour mieux vivre ce bruit-là, et peut-être qu'on peut lui proposer sous couvert d'activités qu'il aime beaucoup, des temps un peu fun dans un lieu un petit peu bruyant, mais l'activité va être tellement fun que ça va le motiver à gérer ou à supporter du moins le bruit qui lui est inconfortable, parce que à force d'habituation, petit à petit, il gère de mieux en mieux ce bruit qui lui était jusque-là inconfortable. Et l'exemple que je viens de vous donner, on va le formaliser avec une procédure spécifique qui va détailler qui travaille quoi, quand, à quel moment, combien de temps, avec quel matériel, de quelle façon, pour que les professionnels puissent suivre cette procédure-là et déployer l'apprentissage requis sur le temps requis, pour la durée requise, avec les évaluations au fur et à mesure qui vont permettre de suivre l'évolution des progrès de l'enfant et optimiser ses interventions. On aura donc ici sur notre plan d'action l'essentiel à retenir et l'essentiel à déployer pour répondre aux besoins de l'enfant. Répondre aux besoins de l'enfant en lien toujours avec quel était l'objectif prioritaire, quel était le besoin spécifique de cette famille, d'Ali en particulier, pour quel besoin pour lequel on va pouvoir décliner des actions sensorielles qui viennent répondre à ce besoin et permettre d'améliorer sa qualité de vie. Donc globalement, on retient que les particularités sensorielles, c'est plutôt le résultat d'un fonctionnement cognitif. Il se passe des choses dans le cerveau. Des évaluations permettent d'objectiver les manifestations sensorielles et une simple observation et du bon sens peut permettre de repérer l'évitement des recherches. Décliner des actions à mettre en face de ce qui pose souci pour l'enfant, ça va permettre de formaliser un plan d'action qui peut contribuer à améliorer de façon significative sa qualité de vie et celle de ses proches. Et c'est ça, avant tout, pour nous, notre objectif. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie grandement de votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, soit auprès de l'équipe du colloque de autisme de Wassel, soit de vous adresser au Centre Ressources Autisme Normandie-Senner pour tout point qui vous serait nécessaire autour des particularités sensorielles ou d'autres choses. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.